Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons corriger l'EDS numéro 1 de cette année du 4 octobre 2024 où dans le premier exercice vous aviez plein de questions type d'application. Donc ce premier exercice, première question que des questions indépendantes. Dans cette première question on avait une étude de fonction qui nous permettait de montrer une inégalité. Donc nous allons voir comment procéder. Donc nous devons démontrer cette inégalité. Et cette inégalité est équivalente à montrer que la fonction 2x moins 1 moins ln de 2x est positive. Donc on va poser ceci f de x. Alors pour pas que vous fassiez d'erreur de calcul, j'avais signalé que f de x était égal aussi à 2x moins 1 moins ln de 2x et ln de x moins ln de 2. Pour que lors de la calcul de la dérivée, ici pas de souci, hein, vous trouviez 2, la dérivée de ln de x 1 sur x, et là c'est la dérivée d'une constante. Ln de 2 étant constant, sa dérivée est nulle, donc moins 0. Et après, mis sous le même dénominateur, on a ceci qui est positif, donc ce sera du signe de 2x moins 1. C'était plus simple. Alors, ce qui dérive ln de 2x, il faut savoir que c'est de la forme ln de u, et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Or, u', comme u c'est 2x, u' c'est 2 sur u sur 2x. Et on retrouve encore 1 sur x, comme c'est le cas ici. Donc, quelle que soit la méthode que vous choisissiez, vous deviez tomber sur cette dérivée. Donc, pour justifier ensuite le signe, il faut préciser que x étant strictement positif, hein, le ln de toute façon n'étant pas défini sur moins l'infini 0, vous ne pouvez avoir f défini que sur 0 plus l'infini. Donc le x étant positif, le f' de x est du signe de 2x moins 1. Nous faisons le tableau de variation, 2x moins 1 s'annule en 1 demi, ici 0, 0, f' de x, f, là du signe de A, donc positif à droite, négatif à gauche, décroissant puis croissant, et le calcul de f de 1 demi nous donne 0. Donc quel que soit x appartenant à 0 plus infini, vous avez f de x qui est positif, et donc cette inégalité. Voilà pour la première question. Alors pour la deuxième question, p de x était donné avec cette expression et nous devions factoriser, comme 5 était racine, par x moins 5. Alors certains ont fait par x moins 1, je n'ai pas compris pourquoi, puisque la racine qui était indiquée c'était 5 et 1 n'était pas racine. Donc on ne risquait pas de pouvoir factoriser par x moins 1. Donc ici pour avoir 6x cube, il fallait multiplier x par 6x carré. On obtenait 6x cube moins 6 fois 5, 30, x carré. La soustraction ici des deux expressions fait que les 6x cube sautent et qu'on obtient ici moins 29 plus 30, donc x carré, moins 7x plus 1. Ici, il faudra multiplier x par x pour obtenir du x carré. X carré, moins 5x, on fait la soustraction. Ici, on obtient plus de carré. Ici, moins 7 plus 5, moins 2, x plus, ici c'était 10, pardon, plus 10. Et enfin, ici il fallait multiplier x par moins 2, donc moins 2x, moins par moins plus, et on fait la soustraction, on obtient bien 0. D'où la factorisation de p de x sous la forme suivante. Ici, nous faisions delta, nous trouvions x1, x2, et nous pouvions factoriser par 6 facteurs de x moins 2 tiers, donc plus 2 tiers, et x moins 1 demi. Voilà. On pouvait séparer le 6 en faisant 3 fois 2, et une expression un petit peu plus agréable. Voilà pour cette deuxième question. Alors pour cette troisième question, nous avions une récurrence à faire pour montrer cette égalité. Certains, judicieusement, ont noté ceci, Sn, et donc ils ont calculé S0, donc pour n égale à 0, on commençait à n égale à 0. Donc pour n égale à 0, S0, alors je l'écris quand même alors que c'est inutile,
Mais lorsque vous écrivez, il y en a encore qui vont remplacer le k par 0, alors que c'est k qui varie de 0 à 0. Et donc, une fois qu'on a écrit ceci, cette expression est égale à 2 fois 0, facteur de 6 fois 0 moins 1, et on obtenait 0. Pour le deuxième, ici, 0, facteur de 0 plus 1, facteur de 4 fois 0 plus 1, on obtenait 0 aussi. Donc ici, P0, vrai, c'est l'expression P0, vrai. Donc soit n maintenant appartenant à grand N, il y en a encore qui me mettent quel que soit n. Si vous supposez que c'est vrai quel que soit n, il n'y a plus rien à montrer. Donc non, c'est soit n, et non pas quel que soit n appartenant à grand N. Ici, supposons Pn vrai. Donc Pn vrai, c'est ceci. Je vous ai dit que maintenant, il est inutile de le recopier. Maintenant, il y en a qui continuent à le recopier, c'est pas plus mal. Sn plus 1, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n plus 1 de l'expression 2k, facteur de 6k moins 1. Ici, c'est comme si je faisais la somme que jusqu'à n et que je mette ici le terme que j'ai enlevé dans cette expression, c'est-à-dire le terme en n plus 1. Donc ici, le terme en n plus 1, très facile à déterminer, vous remplacez k par n plus 1. Voilà. Donc 6 fois n plus 1 moins 1. Vous utilisiez l'hypothèse de récurrence. Cette expression, par supposition, est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 4n plus 1 plus 2n plus 1 facteur de 6n, 6 moins 1, 5. On factorisait par n plus 1 et on obtenait 4n carré plus n, et ici 2 fois 6, donc 12n, 12n plus le n qui était là, ça nous faisait 13n, et ici moins 10. Voilà ce que l'on obtenait. Or, nous souhaitions obtenir l'expression qui est ici avec n plus 1 à la place de n, tout en n plus 1. Ensuite, ici n plus 2. Et ici, 4 fois n plus 1 plus 1. Donc ça faisait 4n plus 5. Voilà ce que l'on voulait obtenir. Et là, on remarque que si on développe, on obtient effectivement 8 plus 5, 13, moins 10, donc ici, moins 5, pardon. Oui, j'ai fait une coquille ici, j'avais un 5, voilà, il y en a qui avaient dû réagir, 6 moins 1, 5, donc plus 5 et plus 5 ici. C'est ce que l'on souhaitait obtenir. Alors si bien sûr vous n'arrivez pas à faire de la jonction entre les deux, simplement vous vous arrêtez ici et vous dites on veut obtenir et Sn plus 1 égale, et vous écrivez ici l'expression en remplaçant n par n plus 1, et ensuite vous développez l'expression qui est ici, pour rapprocher de celle-ci. Et là, vous réobtenez l'expression qui est là, ici. Vous dites les deux sont égaux et c'est fini. Donc, Pn plus 1, vrai, et ensuite vous écrivez en toutes lettres, nous on a montré par récurrence que pour tout n, on a ceci égale ceci. Il faut l'écrire comme dans le corrigé. Donc j'espère que vous suivez de toute façon avec le corrigé sous les yeux, c'est beaucoup plus efficace. On va passer à la quatrième question. Alors pour cette quatrième question, nous devons montrer que la famille formée de U et V forme une base de P. Donc pour ça, certains ont utilisé le déterminant. Donc après avoir calculé le déterminant de UV dans la base B, dans la base IJ, on obtient 1 fois 1 moins 2 fois 2. Certains ne connaissent pas encore la formule déterminant. J'espère qu'ils la connaissent pour cette semaine parce que sinon ils vont avoir des surprises au niveau des cols. Et donc on trouvait moins 3 différents de 0. Donc on peut affirmer directement que la famille UV est une base du plan vectoriel de P. Voilà, c'est l'avantage du déterminant. Pour l'instant, je vous avais toujours dit
Donc les vecteurs ne sont pas collinaires comme ils sont 2 et que l'on est dans le plan P qui est de dimension 2. C'était une base, mais dans la mesure où c'est le déterminant, on apprendra plus tard, donc autant l'utiliser tout de suite, qu'avec le déterminant, on obtient directement une base parce qu'on a déjà le bon nombre de vecteurs par rapport à la dimension. Sinon, on ne peut pas calculer le déterminant. Donc, voici pour cette question petit a. Pour la question petit b, on vous demandait de trouver les coordonnées du vecteur W, enfin c'est oméga, tel que je l'ai écrit, connaissant les coordonnées dans la base B', donc dans UV. Donc si j'ai 1 ici, c'est moins U plus moins 1 donc pour U et 1 pour V. Et trouver les coordonnées de W, de oméga, dans la base B. Donc on remplace U par les coordonnées dans B, V dans les coordonnées dans B, et on obtient 1 moins 1, les coordonnées de W dans B. Voilà pour cette question petit b. Petit c, plus compliqué. On avait U et V qui étaient exprimés sous cette forme. Donc U était égal à 1i plus 2j et V égal à 2i plus j. Et il fallait trouver i et j en fonction de U et V pour pouvoir procéder comme dans la question petit b. Alors pour ce faire, nous allons faire des combinaisons linéaires histoire de ne plus avoir dans un premier temps les j. Donc je vais multiplier L2, la deuxième ligne, par 2 pour avoir un 2 ici et faire la différence pour que les 2j moins 2j fassent qu'il n'y ait plus de j. Pour qu'il n'y ait plus de i, il faut que je multiplie L1 par 2, et auquel cas j'aurai 2i, et je fais la différence avec L2, et je n'aurai plus de i. Alors, lorsque l'on procède ainsi, donc je multiplie à gauche et à droite à chaque fois, ici par 1, puis là par moins 2, hein, moins 2L2. Donc ça fait 1L1, donc U, moins 2L2, donc moins 2V, égale, et à droite, on constate qu'on obtient I, moins 4I, donc moins 3I, et les J sautent. C'était l'intérêt justement de cette combinaison. En faisant 2L1, c'est-à-dire 2 fois U, moins L2, donc moins V, ça c'est ce que l'on a à droite, et à gauche, pardon, et à droite, on constate que les I vont disparaître et qu'on va avoir J, 2J, 2 fois 2J, pardon, donc 4J, 4J, 2L1, 4J, moins L2, donc moins J, donc 3J. Et on obtient effectivement I égale, je divise tout par moins 3, donc moins 1 tiers de U, plus 2 tiers de V, ici 2 tiers de U, moins 1 tiers de V. Les coordonnées de I et J dans la base B', cette fois, sont moins 1 tiers, 2 tiers et 2 tiers, moins 1 tiers. Alors maintenant que j'ai les coordonnées de I et J dans la base B', je vais pouvoir remplacer dans l'expression de alpha, alpha étant égal à 1, 1 dans la base B, c'est-à-dire dans la base IJ, j'ai I plus J, et I plus J, je prends directement les coordonnées de I et J dans la base B', donc moins 1 tiers, moins ici, moins 1 tiers, 2 tiers, B', plus J, 2 tiers, moins 1 tiers, à la base B', et j'obtiens 1 tiers dans la base B'. Voici pour cette question 4. Alors dans cette question 5, nous avions le barycentre de E, A2, B1, C1. Si je note ici le point I milieu de BC, je peux faire ce qu'on appelle les barycentres partiels. Je vous l'avais montré.
mais c'est à la limite du programme. On va faire autrement, nous, bien sûr. On va voir comment déterminer directement les coordonnées de E en calculant, en utilisant la formule qu'on avait dû apprendre en question de cours. Donc ici, je cherche maintenant le barycentre de A2, I2, donc ça va être le milieu de I. Et j'obtiendrai ici les coordonnées de E. Et j'obtiendrai donc 5,5 par lecture graphique déjà, 5,5, mais je vais le faire par le calcul. Alors par le calcul, on avait vu que quel que soit le point O, j'obtenais OE égale, alors ici O c'est l'origine, donc 0, 0, mais on n'est pas obligé de prendre l'origine. Et là on fait la somme des coefficients, donc 2 plus 1 plus 1, 4, facteur de O2 OA, 2 OA, plus 1 OB, 1 OB, plus 1 OC. 1 ici, OC. Là, on remplace par les coordonnées du vecteur OA qui ne sont autres que les coordonnées de A. Donc 1, 3 et 5, 5. Et après calcul, on obtient 5,5. 5,5. Ce qu'on avait trouvé graphiquement. Ah, j'ai eu un souci. Mon téléphone. Oui, j'espère qu'il n'y a pas eu de... Enfin voilà. Donc ici, voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on avait dans la deuxième question à déterminer F comme barycentre de A, alpha, B, bêta, C, gamma, sachant que le point F, on savait quelles étaient ses coordonnées. Ses coordonnées étaient 3, 4. Donc 3, 4, ah ben ici. Voilà, en construisant, on constate que F étant le milieu de BC, si on fait une bonne construction, on devine déjà que alpha, on pourrait choisir 0, 1 et 1. Et à ce moment-là, faire le même calcul et constater qu'effectivement, F est barycentre. Alors d'autres ont fait simplement un système et on va voir qu'on peut procéder ainsi. Donc on exprime effectivement ce que signifie que F barycentre de A alpha, B bêta, C gamma. Donc on obtient cette égalité. C'est la définition du barycentre qu'il faut absolument que vous connaissiez. Et ensuite, on traduit ceci au niveau des coordonnées. Et on obtient donc un système de deux équations avec trois inconnus. Donc ici, moins 3 alpha, moins bêta, plus gamma, égale à 0. Voilà. Alors, on constate ici qu'en faisant L1 moins 2L2, sur la première ligne, par exemple, on obtient 6, 5 alpha égale à 0. Donc déjà, alpha sera nul. Et la deuxième ligne, comme alpha est nul, on obtient bêta égale gamma. Donc une solution consiste à prendre gamma et bêta égaux à 1. Donc si gamma égale bêta égale 1 et alpha égale à 0, alors F barycentre de A, voilà, B1 et C1. Voilà comment procéder si on ne remarque pas directement la possibilité de prendre F comme barycentre de B1 et C1. Voici pour cette question, nous allons passer à l'exercice 2. Donc dans cet exercice 2, nous avions une droite passant par A et de vecteur directeur U et une droite delta. Et donc, dans un premier temps, on vous demande une représentation paramétrique de D. Alors là, on peut l'avoir directement puisque le vecteur directeur étant 1, 2, les coefficients que l'on choisira pour T. Alors on n'est pas obligé de prendre les mêmes variables. Comme T a été choisi pour le paramètre de delta, on va prendre U, histoire de ne pas avoir de conflit sur les deux notations. Ce sera plus simple. Et donc 2U, c'est 1 et 2, les coefficients de U, puisque le vecteur directeur de D que l'on vous a donné est 1, 2.
Donc ici, pour le point de D qu'on vous donne, c'est aussi, ici c'est tout encore 1 et 2. Donc 1, 2, ici. Alors on constate déjà que, vu qu'il y a les mêmes coordonnées pour U et A, a priori, la droite D passera par l'origine. On peut le vérifier facilement par une représentation graphique. Donc 1, 2, le vecteur U étant comme ça, A étant là, on passera par l'origine. Alors, on va procéder autrement. Certains ont essayé d'utiliser la méthode que j'avais donnée de combinaison linéaire pour trouver une expression de l'équation cartésienne. Alors, cette méthode consiste à faire sauter le paramètre U en faisant 2L1 moins L2. Donc ici, on obtiendrait 2x moins y à gauche. Et à droite, il se trouve que les U sautent, mais que 1 fois 2 moins 2, ça fera 0 aussi. Donc voici une équation cartésienne de D. Alors pour déterminer ensuite une équation cartésienne en utilisant le vecteur directeur, ici comme c'est un vecteur directeur, il va falloir prendre moins BA, moins B pour x, moins B fois x, plus A fois y, plus C. Donc ça c'est la méthode que l'on avait vue aussi en tout début, il y a déjà 2 ou 3 semaines, avec C appartenant à R. Donc c'est une équation cartésienne de D qui aurait cette forme-là, et il faudra maintenant utiliser le fait que le point A appartienne à D. Or, A appartient à D, donc vérifie l'équation qui est ici. Donc si je remplace x et y par les coordonnées de A, j'obtiendrai une équation de ce type qui doit être vérifiée pour que A appartienne à D. Donc ici, les 2 et moins 2 ont sauté, et j'obtiens C égale à 0, et je réobtiens quasiment cette équation, puisque j'obtiens moins 2x plus y égale à 0. C'est celle-ci fois moins 1. Donc voici deux façons de procéder pour trouver l'équation cartésienne. Nous avons donc répondu à la première question. La deuxième question était toute simple, c'est qu'il fallait trouver un vecteur directeur de D. A pour vecteur, donc directeur, on va noter V puisque U est déjà utilisé. V comme coordonnée moins 2, 1. Et on va prendre comme point, alors certains l'ont noté B, les coordonnées sont 1 et 2. Alors, or, et il suffisait simplement de dire A de coordonnées 1, 2, si je prends T égale à 0, A appartient à delta. Donc j'ai trouvé un point, effectivement, de delta. Il se trouve que A, j'ai du même coup remarqué que A appartient à D et à delta. Donc, A, c'est le point d'intersection de delta et de D. Pour la question 3, nous avions à déterminer si les droites étaient perpendiculaires, parallèles ou rien, aucun des deux. Donc certains ont commencé directement par prendre deux vecteurs directeurs, 1, 2, D et 1, 2, A, de delta, de faire le produit scalaire et de constater que le produit scalaire, 1 fois moins 2, plus 2 fois 1, était nul. Donc U et V orthogonaux, donc delta perpendiculaire à D. Alors pour la question 4, on vous demandait les points d'intersection. Alors deux façons de procéder. Soit on ne voit pas du tout que A est le point d'intersection de delta et de D. Auquel cas on le cherche en utilisant la méthode classique qui consiste à utiliser l'équation, la représentation paramétrique de delta et l'équation cartésienne de D. Et on remplace x par moins 2t plus 1 et y par t plus 2. On résout, on trouve t égale à 0, on remplace ici et on retrouve le point qu'on avait trouvé, le point A de coordonnées 1, 2. Mais sinon, on a déjà fait cette question-là et on sait déjà enfin cette question-là, on a déjà remarqué que A c'était l'intersection de delta et D. Alors dans une cinquième question, on vous demande de vérifier que O
est bien sur la droite D. Donc pour ceci, il suffit de vérifier dans l'équation cartésienne, par exemple, 2 fois 0 moins 0 égale à 0. Et ça, il faut le vérifier. Il ne faut pas simplement l'affirmer. Donc O appartient à D, puisqu'on vérifie l'équation cartésienne. Ensuite, maintenant qu'on sait que O appartient à D, quand on cherche le projeté orthogonal, comme O appartient à D, et il faut justifier, et D perpendiculaire à delta, alors A, l'intersection de delta et de D, et le projeté, et il faut bien le justifier, hein, c'est bien parce que ici, le point A, il y a un angle droit, et que la droite OA est perpendiculaire à delta. Et le projeté orthogonal, voilà, de O sur delta. Ensuite, on calcule OA, et après calcul, on obtiendra racine de 5, c'est-à-dire que la distance ici de O à A, c'est racine de 5. Cette distance ici, racine de 5. Voilà pour l'exercice 2. Alors pour l'exercice 3, on avait à résoudre l'équation cosinus 4x égale 1 demi. 1 demi, il faut déjà déterminer à quel cosinus ça correspond. Donc on fait le sartrigo, et ici 1 demi pour le cosinus, on obtient pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc on a cosinus 4x égale cosinus pi sur 3. Et ceci, on avait vu que c'était équivalent à dire 4x égale pi sur 3 ou moins pi sur 3. Et tout ça modulo 2pi. Voilà. Donc, ensuite, pour obtenir x, il suffit de diviser par 4. On obtient pi sur 12. Et 2pi divisé par 4, on obtient pi sur 2. Et x égale moins pi sur 12 modulo pi sur 2. Alors, si j'avais place sur le cercle trigo, pi sur 12 ici, à peu près, hein, je peux rajouter pi sur 2. Je vais toujours être dans l'intervalle 0 pi, puisqu'on doit résoudre sur 0 pi aussi en deuxième temps. Donc là, le premier temps, quand il s'agissait de résoudre sur R, on avait l'ensemble de ces solutions, donc une infinité de solutions. Mettez bien l'accolade après, hein, K appartenant à Z. Hein. Donc c'est toutes ces expressions, sachant que K appartient à Z. Et le deuxième ensemble sur 0pi, je regarde parmi toutes ces solutions celles qui sont sur l'intervalle 0pi, c'est-à-dire sur cette partie en rouge. Alors dans un premier temps, on remarque qu'il y a pi sur 12. Moins pi sur 12 ne convient pas, hein, bien évidemment. Ensuite, on va obtenir celui-ci quand je vais faire moins pi sur 12 plus pi sur 2. Et donc on obtiendra 5 pi sur 12, moins pi sur 12 plus pi sur 2. Ensuite, il y a pi sur 12 plus pi sur 2, ce qui donne 7 pi sur 12. Et enfin, celui-ci plus pi sur 2. Et on obtient 11 pi sur 12. Et dès qu'on fera celui-ci plus pi sur 2, on sortira de l'intervalle. Donc on obtient effectivement ces 4 valeurs. Ensuite, dans la question 2, c'était une question de trigonométrie. On vous demandait de montrer que cos 4x égale, on verra à la fin, ici ça nous fait cos 2 fois 2x, or cosinus de 2a, c'est 2 cosinus a moins 1, 2 cosinus carré de a moins 1, donc là le a vaut 2x, donc j'obtiens 2 cosinus carré de 2x moins 1. Cosinus de 2x, c'est 2 cos carré x, donc 2 cos carré x moins 1, ça c'est cosinus de 2x, donc au carré moins 1. Et après développement, on trouve l'expression, alors je vais quand même faire l'intermédiaire, voilà,
ça, moins 1, et puis enfin l'expression qui était demandée. Ensuite, on vous demande dans la question 3, on va étudier justement un nouveau polynôme. Alors cette expression, on va la garder de côté. Et dans la question 3a, on vous demande de montrer que P admet cosinus de pi sur 12 comme racine. Donc je remplace ici dans l'expression de P de x par cosinus pi sur 12. Donc j'obtiens cette expression. Là, je me rapproche d'une expression de ce type. Je remarque que c'est 2 fois 8 cosinus puissance 4 de pi sur 12 moins 8 cosinus carré de pi sur 12. Et ici, il me manque, alors le plus 1, j'ai plusieurs façons de l'obtenir. Donc, je vais marquer plus 1. Quand je développe, ça fait plus 2, donc moins 2, qu'il faut que j'enlève pour obtenir la même chose que là. Moins 2 plus 1, moins 1. Voilà ce que j'obtiens. Alors là, c'est bien pratique, puisque cette expression, je sais que c'est égal à cosinus de 2 fois cette expression, 4 fois cette expression. Donc de 4 fois pi sur 12. Et donc, voilà, en utilisant cette formule. Voire formule, voire petit 2. Ça, n'oubliez pas de le préciser. Ici, 4 fois pi sur 12, ça nous fait cosinus pi sur 3, qui est égal à 1 demi. Donc ça fait 2 fois 1 demi, moins 1. Donc 0. Donc là, on a montré effectivement que cosinus de pi sur 12, c'est égal à 0. On aurait pu le faire pour 5 pi sur 12, 7 pi sur 12 et 11 pi sur 12. On aurait obtenu à chaque fois le même résultat. Et pour tout ça, parce qu'on avait résolu ceci égal à 1 demi. Donc on sait quand est-ce que cosinus 4x est égal à 1 demi. Parce que là, si je vais calculer plus généralement cosinus p de cosinus x, j'aurais obtenu 2 fois cosinus 4x moins 1. J'aurais obtenu cette formule générale. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Oui, enfin peu importe. Vous demander de la montrer, j'ai hésité. Et je n'ai pas procédé ainsi. Alors, on va maintenant en déduire une expression factorisée. On vous demandait d'admettre que pour 5, 7 et 11, ça marchait aussi. Et donc, dans la mesure où on a les racines de P, on sait que c'est A, facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine, etc. Voilà donc l'expression factorisée. Donc ça, c'était la question petit b. Petit c, dresser le tableau de variation de P. Donc on dérivait l'expression de P, on obtenait cette expression-là, 16 fois 4x3, moins 16 fois 2x, donc 32x. On peut ici factoriser par 32 et on obtient, si on factorise par 32x, pardon, on obtient 2x moins 1, 2x carré moins 1. Voilà. D'où la possibilité ensuite de trouver les racines égales à 0, si et seulement si 32x égale à 0, donc x égale à 0, ou 2x carré moins 1 égale à 0. On résout 2x carré moins 1 égale à 0, si et seulement si 2x égale à 1, si 2x carré égale à 1, x carré égale à 1 demi, et ça nous fait x égale racine de 1 demi, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, ou x égale moins racine de 2 sur 2. Voilà les trois solutions de P de prime de x égale à 0. On peut dresser le tableau de variation, donc moins l'infini, plus l'infini. Ici, moins racine de 2 sur 2, 0,
racine de 2 sur 2. De toute façon, on remarque que la fonction est paire, parce que comme là j'ai des puissances paires, p de moins x égale p de x. Donc on va avoir une symétrie par rapport à 0. Ensuite, donc là ce sont les trois racines de p' de x. Ensuite, ici, comme le coefficient de x cube est positif, là on va avoir plus, puis moins, puis plus, puis moins. On obtient donc cette forme, voilà, qui paraît bien symétrique par rapport à O, même si ça ne permet pas de le vérifier, c'est ça qui permet de le vérifier. On calcule toutes les valeurs ici en 0, c'est facile puisque ça nous donne 1. Après calcul, on trouvera moins 3 ici. Et on sait que les racines de P sont ces valeurs-là. Or, sur 0 pi, le cosinus, sur 0 pi est décroissant sur 0 pi. Ensuite, donc on peut classer les racines de P. Donc, les racines de P, il va y en avoir forcément une ici, une là et une là. Voilà. Alors on pourrait dire qu'ici, ça tend vers plus l'infini et là aussi. Mais ça, c'est un peu tôt. Mais les racines de P sont classées de cette façon-là. C'est-à-dire celle-ci est la plus petite. Ensuite, celle-ci, je vais l'écrire en dessous. Voilà, du fait de la décroissance du cosinus sur 0 pi, ces valeurs sont placées dans cet ordre. Là, ce sont les racines de P et qui vérifient donc ces inégalités. Ensuite, grâce au tableau de variation, on a forcément une qui est située ici, c'est-à-dire en dessous de moins racine de 2 sur 2. Celle-ci est comprise entre racine de 2 et 0. Celle-ci entre 0 et racine de 2. Donc là, celle-ci entre moins racine de 2 et 0. Celle-ci entre 0 et racine de 2. Et celle-ci est plus grande que racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Je dis racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Et dernière remarque, on sait que le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc voilà les inégalités que l'on a sur les racines de P. Donc c'était ce qui était demandé dans la question C. Un encadrement de chacune des 4 racines. Voilà. Comme on les avait trouvées ici, il suffisait de les classer grâce au tableau de variation. Alors maintenant, on doit déterminer l'ensemble des racines de P. Donc pour cela, on va simplement poser grand X égale petit x carré. Donc petit c, on pose grand X égale petit x carré. Et donc on résout cette équation. Voilà, on résout cette équation. On constate que delta égale 192, strictement positif. On trouve x1 égale racine, alors ici moins b, donc 16, moins racine de 192 sur 2a, donc sur 2 fois 16. Et après simplification, on obtient donc sur 2, on obtient 2 plus racine de 3, je crois. Oui, désolé, 4. Ici, 2 moins racine de 3. Et x2, 2 plus racine de 3 sur 4. Donc les deux sont strictement positifs. Et donc il ne reste plus qu'à déterminer par remplacer grand X par petit x carré. Et
petit x carré égale 2 moins racine de 3 sur 2, si et seulement si petit x égale plus ou moins racine carrée de cette expression. Donc on a obtenu les 4 racines de P qu'on connaissait déjà puisqu'on savait que c'était celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voici les 4 racines de P. Et on vient juste de déterminer ici leur valeur exacte. Donc ça nous permet d'identifier chacune des racines. Alors celle-ci, avec un plus, c'est la plus grande. Donc ça, on obtient 2 plus racine de 3 sur 4. Alors si je mets à la racine de 4, ça fera 2. Donc je peux mettre sous cette forme. Et ici, je me suis trompé, c'est un 4 qui a dû réaliser. Donc celle-ci, c'est ça, avec un plus. Là, son opposé, c'est la plus petite, donc c'est celle-ci. Voilà, et puis en intermédiaire, hein, c'est celle-ci quand il y a un plus, et celle-ci quand il y a un moins. Voilà pour les valeurs des cosinus pi sur 12, cosinus 5 pi sur 12, 7 pi sur 12 et 11 pi sur 12. Voilà comment on pouvait les déterminer. C'est généralement pas la méthode qui est choisie pour pi sur 12, c'est celle qui est choisie pour pi sur 9, avec un priome du troisième degré. Mais pour pi sur 12, on choisit souvent une autre méthode, qui est la méthode qui consiste à utiliser la formule de linéarisation. La formule de linéarisation est la suivante. Cosinus carré de A, c'est 1 demi de cos 2A plus 1. Voilà la formule de linéarisation. Si je l'applique à pi sur 12, j'ai cos carré de pi sur 12 qui est égal à 1 demi de cos de pi sur 12, donc pi sur 6, plus 1. Et donc j'obtiens 1 demi de cosinus pi sur 12, pi sur 6, racine de 3 sur 2, plus 1. Et j'obtiens de nouveau racine de 3 plus 2 sur 4. Donc celle que j'avais trouvée ici. Donc une autre façon de faire, la question 4, c'était ainsi. Alors vous avez, quand vous tapez sur votre, vous utilisez votre calculatrice, une formule qui est donnée, qui est la suivante, qui est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. C'est-à-dire racine de 3, et on peut comparer effectivement, parce que là si je prends la racine carrée, donc j'obtiens pi sur 12, et comparer ceci à ceci. Donc là, on va procéder par équivalence pour voir si effectivement ces deux valeurs sont égales. Ce n'était pas du tout demandé dans ce devoir, c'est juste pour montrer qu'effectivement les deux valeurs sont les mêmes. Donc ici, si je mets au carré, j'obtiens a moins b carré, donc a carré moins 2ab plus b carré sur 4 égale, et là, en mettant au carré, on obtient la racine de 3 plus 2 sur 4. On peut simplifier ici par 4 en haut et en bas. Ici, on obtient 8 moins 2 pi. Alors là, c'est sur 16, pardon. Donc là, on ne va pas pouvoir simplifier par 4, mais multiplier ici par 16 de chaque côté. On obtiendra 8 moins 2 racine de 12. Racine de 12, c'est 2 racines de 3, donc ça nous ferait, voilà, égal. Ici, si je fais x 4, j'obtiens 4 racine de 3. Ah, alors le cosinus, j'ai dû me tromper, je vais regarder. Effectivement, je n'avais pas lu sur la bonne ligne parce que je ne connais pas les valeurs par cœur, mais c'est un plus ici. Et donc on obtient plus 8. Donc ça, il y a égalité, donc ces deux valeurs sont égales. Bien sûr, on préférera celle-ci à celle-ci. Alors pour l'exercice 4, nous avions à résoudre cette équation. Donc ici, 0 est obtenu pour le cosinus quand on est en pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc pi sur 2 modulo pi d'ailleurs. Donc ici, on peut résoudre en une seule fois, au lieu de faire pi sur 2 modulo 2pi et moins pi sur 2 modulo 2pi, on peut faire pi sur 2 modulo pi, ce qui est beaucoup plus rapide. Et on a résolu la première. Alors on peut aussi le présenter sous la forme S égale pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z. C'est l'ensemble des points qui sont ici, pour avoir le cosinus égal à 0. Pour le sinus,
Ici, c'est 0 modulo pi, parce que c'est 0 ou pi. Donc, égal à 0, si et seulement si x égale 0 modulo pi. Ou pareil, hein, k pi, k appartenant à z. Voilà. Pour la question 1b, on vous devait montrer une égalité qui était que 1 sur, alors je vais plutôt le prendre dans l'autre sens, je vais faire sinus de q moins p sur sinus p sinus q égale, alors j'utilise la formule d'addition, ça fait sinus q cosinus p moins cosinus q sinus p sur sinus p fois sinus q. Ici, on a ceci sur ceci, et la sinus q qui s'élimine, il me reste cos p sur sinus p, et ici, il va me rester les sinus p s'éliminent, et il me reste cos q sur sinus q. Alors ça, c'est l'inverse de sinus p sur sinus cosinus p, et là, je reconnais l'inverse de sinus q sur cosinus q. Donc 1 sur tangente p moins 1 sur tangente q. Voilà pour cette question 1b qu'on va devoir utiliser pour la suite. Alors j'ai dit 1b, mais ça doit être la question 2 d'ailleurs. Et donc pour la question 3, on devait utiliser ces formules pour trouver un télescopage dans l'expression, cette somme, sinus k alpha sinus k plus 1 alpha. Voilà. Et si on applique cette formule, on se retrouve avec somme pour k égale 1 jusqu'à n. Alors le sinus, je le passe de ce côté. Donc ça sera 1 sur sinus. Avec ici p égale k alpha et q égale k plus 1 alpha. Donc là, j'obtiendrai 1 sur q moins p, c'est-à-dire k plus 1 alpha moins k alpha, fois 1 sur tangente k alpha moins 1 sur tangente k plus 1 alpha. Voilà. Alors ici, il se trouve qu'on a la chance d'avoir k plus 1 alpha moins k alpha qui donnera alpha. Donc je vais avoir 1 sur sinus alpha. Comme ça ne dépend plus de alpha, je peux le sortir du sin sum. Voilà. Et après avoir sorti du sin sum, j'obtiens 1 sur donc cette expression, tangente k alpha moins 1 sur tangente k plus 1 alpha. Je note cette expression comme étant uk. Je reconnais ici uk plus 1. Et là, j'ai un télescopage, puisque j'ai uk moins uk plus 1. Si j'ai donc u1 moins u2, u2 moins u3, jusqu'à n, donc un moins un plus 1. Donc j'obtiens le télescopage. Cela permet d'obtenir 1 sur sinus alpha, u1 moins un plus 1. Donc je remplace k par n plus 1 et k par 1. Et j'obtiens 1 sur tangente alpha moins 1 sur tangente n plus 1 alpha. Je crois que c'est ce que l'on souhaitait obtenir. Donc on a fini avec cette vidéo. Hein. J'ai séparé, j'ai fait le petit A et le petit B en même temps.